toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, la grande interview d'Agora News Sécurité. Alors c'est une émission un peu particulière en ces temps un peu particuliers et nous avons le plaisir ce jour d'accueillir monsieur Gilles Rémy. Bonjour Gilles. Bonjour Michael. Bienvenue sur le plateau d'Agora News Sécurité. Merci pour votre invitation. Alors Gilles Rémy, peut-être vous ne le connaissez pas, pourtant c'est une star française qu'on a le plaisir d'avoir sur notre plateau. Un parcours exemplaire qui a servi et qui sert encore la France et les intérêts français à travers le monde et plus précisément dans les pays de l'ex-URSS. C'est un parcours étonnant d'un entrepreneur charismatique, envoûtant. Bienvenue sur cette nouvelle émission, la grande interview avec Gilles Rémy. Alors Gilles, comment a commencé cette histoire, cet amour pour la Russie et puis tous les pays de l'ex-URSS, en tout cas une grosse partie? Et à quand est-ce que ça a commencé? Alors, la Russie, c'est à la fois, enfin l'Union soviétique à l'époque, c'était une découverte professionnelle plutôt tardive, puisque ça a eu lieu après mes études. Je n'ai pas fait d'études particulièrement de russe, je suis juriste de formation, et j'étais amené à rentrer, un de mes premier poste, ça a été à la tête d'un tour opérateur qui était spécialisé sur cette zone, ce qui m'a permis, à une époque où le pays n'était pas très ouvert, les années 80, de le sillonner de fond en comble, c'est-à-dire là où les étrangers étaient admis, et donc à me créer à l'époque, dans cette période très particulière de ce qu'on appelle la perestroïka, oui, de me créer un premier carnet d'adresses qui ensuite m'a amené à décider de me spécialiser plutôt sur cette région, effectivement. Donc ça, cette connaissance de l'URSS à l'époque, c'est milieu des années 80, oui, donc en 85, et puis quelques années plus tard, vous allez reprendre une entreprise qui s'appelle Sifal. Donc là, on est au début des années 90, mais avec déjà une forte expérience, bien évidemment, de l'URSS et puis de ce qu'on appelle après les pays de l'ex-URSS. Alors pourquoi reprendre Sifal? Qu'est-ce qui s'est passé dans les débuts des années 80, 1992, je crois? Oui, alors effectivement, Sifal m'intéressait en tant que... Et j'ai postulé à Sifal sur une responsabilité commerciale à la fin des années 80. Parce que c'était la boîte qui faisait référence dans le secteur de l'industrie ou du montage d'affaires. Et donc, voilà, c'est une période extrêmement difficile pour les affaires, hein, dans cette région. Enfin, comme maintenant, peut-être dans le monde entier, on a des crises assez régulières. Là, c'était la fin, la disparition de l'Union soviétique, une période extrêmement troublée, mais avec de vraies opportunités d'affaires, et une nouvelle période qui s'ouvrait. Et donc, très rapidement, j'ai été plutôt sur des sentiers qui n'étaient pas trop battus, et notamment sur l'Asie centrale, qui était assez loin de Moscou, et j'ai été un des premiers Français, notamment sur le Kazakhstan, et avec la possibilité de développer un premier courant d'affaires avec ces pays qui ont émergé sur la scène internationale, nouvellement indépendants. Et ça a été le démarrage d'une nouvelle histoire qui m'a amené très rapidement à prendre le contrôle de la société de Sifal. Alors vous spécialisez bien sûr autour de pays comme la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan. L'ensemble des présidents de la République ou des premiers ministres français de la République française vous sollicitent lors de chaque voyage dans ces pays-là et notamment aussi en Russie. Et puis vous fondez aussi la Chambre de commerce France-Turkménistan. Vous êtes le fondateur aussi de l'OSCI, on y reviendra tout à l'heure. Et puis en 2010, vous êtes fait chevalier de la Légion d'honneur. Et enfin en 2017, vous êtes décoré en main propre par le président russe Vladimir Poutine de l'Ordre de l'Amitié. Alors d'abord, l'OSCI, qu'est-ce que c'est? Pourquoi une telle association Alors l'OSCI, c'est le regroupement au sein d'une organisation professionnelle de ce qui est société d'accompagnement à l'international et société de commerce international. C'est-à-dire ces professionnels de l'international qui ont un rôle trop souvent méconnu au service de nos entreprises à l'exportation et de notre commerce extérieur. Et on s'est regroupé, j'ai pris l'initiative de regrouper ces entreprises, notamment dans le cadre d'une restructuration du dispositif public pour bien veiller à ce que les intérêts et le savoir-faire des acteurs privés soient bien préservés et puissent travailler en complémentarité, soient pas oubliés
par le système public et parapublic qui se mettait en place à cette époque. Et l'OSCI a grandi et est aujourd'hui le syndicat professionnel, l'organisation professionnelle de référence des sociétés d'accompagnement et des sociétés de commerce international. Et donc vous restez le président d'honneur. Pourquoi aussi la fondation de la Chambre de commerce France-Turkménistan? Alors le Turkménistan, c'est un pays relativement peu connu en France. C'est un pays qui est grand comme la France au bord de la Caspienne, mais qui n'a que 5 millions d'habitants. Et ce pays a été une vraie aventure pour les entreprises françaises et pour Sifal au début des années 90. Sifal, là, c'était l'exemple type où une société privée de commerce international qui est une société qui va sur le terrain, on a ouvert le pays dès 93, un pays qui était assez fermé, avec l'organisation de la première visite du président en France et ensuite la visite la seule, hélas, jusqu'à présent, visite d'un président de la République française, c'était le président Mitterrand, en 1994, avec un développement considérable de nos échanges avec ce pays sur des très très grands projets. Et Sifal a été pionnier, mais a également et continue à accompagner les grands industriels. Et on est sur un pays de grands contrats. C'est dans la construction, pour Vinci, pour Bouygues, c'est dans les hautes technologies, le contrôle aérien, le spatial avec Thales. Les perspectives sont des perspectives très importantes pour des pays, encore une fois, qui sont un petit peu en dessous du radar de nos médias. Au niveau des décorations, en 2010, Chevalier de la Légion d'honneur, bravo. Et en 2017, donc il y a 3 ans à peu près, un peu moins de 3 ans, vous êtes décoré, donc je rappelle, en main propre, si j'ose dire, par le président russe Vladimir Poutine, de l'Ordre de l'Amitié. C'est quoi cette décoration de l'Ordre de l'Amitié pour ceux qui nous suivent? Bien, l'Ordre de l'Amitié, c'est un ordre qui vaut pour les citoyens russes, mais particulièrement étrangers. Et donc, j'ai eu le privilège, l'honneur, effectivement, d'être jusqu'à ce jour le premier homme français, le premier homme d'affaires français à être décoré personnellement par le président. Et ça tient. Je dirais pas que j'ai eu à l'ancienneté, mais je pense que ça tient à l'ensemble des dossiers que j'ai pu gérer dans le cadre principalement de la coopération franco-russe au cours de ces 20 dernières années, qui ont été quand même des dossiers compliqués, prestigieux, mais qui ont, je crois, profité aux deux pays, et que ce soit dans le domaine de l'énergie, dans le secteur du nucléaire, la coopération dans le secteur du nucléaire, ou dans d'autres secteurs plus infrastructures. Et donc, voilà. Alors, pour terminer sur vous, et avant d'arriver et de faire un focus quand même sur le groupe que vous avez repris, le groupe Sifal, donc je rappelle en 1992, on parle juste de vous. Vous êtes quand même l'homme d'affaires aujourd'hui français qui, à la fois, met en lumière, fait la mise en relation de la technologie française, des intérêts français dans ces pays-là, donc en Russie et sur les ex-pays soviétiques. Et puis l'inverse aussi. Vous représentez quelque part ces pays-là, la Russie bien sûr, mais d'autres comme le Turkménistan ou l'Azerbaïdjan, à peut-être faire un peu mieux connaître les opportunités pour les chefs d'entreprise français et sur les possibilités d'exportation. Oui, parce qu'on est dans les échanges. Les échanges, par définition, c'est dans les deux sens. Je voudrais dire quand même qu'en ce qui concerne le rôle que j'ai pu avoir ou que peut avoir ma société, je veux dire aujourd'hui, il y a de très beaux acteurs et on a. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Dans les années de l'Union soviétique, il y avait une vraie connaissance de l'Union soviétique par la classe politique française, qui a pratiquement disparu. Il n'y a plus que des individualités. Aujourd'hui, cette expertise, cette connaissance de la réalité russe, elle appartient au monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, la présence française est une présence très importante en Russie. C'est plus de 400 entreprises implantées. On a une chambre de commerce franco-russe qui fait un travail extraordinaire. Et le monde des affaires est le lien principal, le socle. Et j'espère que le développement qui est attendu de la reprise de nos relations à haut niveau avec la Russie, qu'elle continue à s'appuyer sur cette expertise du monde des affaires. Le groupe Sifal, Focus, deuxième partie de cette émission, la grande interview dans Agora News Sécurité. Comment vous pourriez définir votre groupe Sifal aujourd'hui ?
Définition, c'est toujours difficile de se définir quand il n'y a pas d'équivalent en termes de métier exact. C'est-à-dire, on fait plusieurs métiers. Principalement, le premier métier, c'est le montage d'affaires. C'est ce que ferait une banque d'affaires, à la différence que nous sommes sur le terrain. Sifal, c'est une implantation dans plus de 10 pays, dont une grande partie des pays de l'ex-Union soviétique, mais également une base au Moyen-Orient, une présence également en Chine. Et c'est la capacité d'identifier un projet, qu'il soit industriel, dans les infrastructures, un besoin, et d'arriver à marier tous les intervenants, que ce soit en termes d'investissement, de financement, de savoir-faire industriel, de partenaires, et ça, c'est effectivement la capacité à l'accompagner jusqu'à sa réussite. Ça, c'est cette activité de montage d'affaires, avec toujours la particularité de Sifal, c'est que nous sommes des gens de terrain. Nous sommes implantés, nous avons des bureaux, des filiales dans nos pays d'implantation. Le deuxième type d'activité, qui est une activité complémentaire, mais qui se gère d'une manière différente, c'est le service à l'industrie. Nous avons donc une activité de services qui peuvent aller de la construction, la logistique, la certification, la traduction, et ce sont des prestations qui sont rendues dans le pays. Nous sommes en contenu local, et nous offrons une qualité de service aux standards occidentaux, mais en étant éligibles à ce que les autorités de chacun des pays souhaitent, c'est-à-dire de plus en plus de parts locales dans les contrats. Voilà, donc ce sont ces deux métiers qui sont tout à fait complémentaires et qui s'inscrivent dans une même volonté, c'est d'être, si possible, très en amont du projet et de l'accompagner avec nos partenaires jusqu'à sa réussite. Vous êtes implanté dans combien de pays à peu près aujourd'hui ? Nous sommes implantés dans une douzaine de pays, c'est-à-dire implantation veut dire bureau, personnel, souvent des expatriés, en tandem avec des cadres locaux, et c'est ce qui fait notre force et qui fonde notre expertise, effectivement, c'est que nous sommes depuis longtemps, c'est-à-dire dans les pays d'Asie centrale, nous sommes présents depuis le début des années 90, sans interruption. Et parfois, vous étiez vraiment les pionniers, là, on a d'ailleurs. été les pionniers, on a ouvert les marchés, on a accompagné la plupart des grands industriels sur cette zone. Aujourd'hui, on a diversifié nos services, puisque c'est normal quand une grande société s'implante dans un pays, elle n'a plus besoin des mêmes services d'intelligence générale. Et donc, nous avons toujours ce type de partenariat, mais dans des secteurs qui ont évolué. Est-ce que vous auriez une ou deux grandes victoires que depuis 92 que vous aimez, donc plus de 30 ans, quasiment 30 ans. C'est très belle. Il y a eu effectivement déjà la première, c'est-à-dire que dans une période aussi troublée qui a été celle de la fin de l'Union soviétique, on pouvait imaginer que dans ce chaos, il y avait rien à faire. Et je parlais du Kazakhstan tout à l'heure, ça a été un vrai démarrage. Le fait d'avoir amené Bouygues sur une des premières opérations qui se faisait avec un constructeur étranger, et ensuite d'avoir poursuivi l'expérience sur les pays voisins et notamment sur le Turkménistan, c'était le signe que ces nouveaux pays, ils étaient intéressés par nos entreprises et par le pavillon français. Et donc ça, c'était un des grands moments. Ensuite, oui, il y a eu des très grands moments en termes de coopération. Je pense notamment dans le cadre des programmes de désarmement entre la Russie et les États-Unis, et la transformation de l'uranium hautement enrichi à des fins militaires en combustible pour les centrales nucléaires. J'ai réuni à l'époque un consortium qui comprenait des Canadiens, des Français et des Allemands pour commercialiser ce combustible. Et donc ça, c'était des très grands moments parce que ça s'est opéré sur des périodes très longues, sur plus de 15 ans. Ça intégrait beaucoup de pays occidentaux et la Russie. Et Sifal a été le coordinateur, y compris sur place à Moscou, de cette coopération qui, hélas, dans un avenir proche, ne se reproduira pas compte tenu de la relation internationale. Mais c'était des très grands moments, oui. Alors nous voilà pour la troisième partie, et pourquoi aussi les directeurs sécurité, voire les patrons de services généraux en environnement de travail peuvent être intéressés. C'est étonnant parce que je disais avant de commencer cette émission, donc la troisième partie, c'est de parler bien sûr de Sifal Médical.
mais on est sursollicité aujourd'hui, les patrons de la sécurité, les directions générales d'entreprises de surveillance humaine, pareil pour les patrons des achats ou environnement de travail, sursollicités par les entreprises qui vendent des masques, qui vendent du gel hydraulique. On a plus l'impression que c'est beaucoup d'opportunisme, parce qu'on se rend compte qu'il y avait un marché, et il y a un marché colossal là-dessus. Alors vous dites non, nous on n'a pas été opportunistes, on est venu nous chercher, et donc pourquoi Cifal Médical? Expliquez-nous. Alors, Cifal Médical, c'est la toute jeune structure qui a été créée au sein de groupe Cifal et qui a été créée. C'est un sujet qui ne se posait pas en ces termes il y a encore 3-4 mois. Tout simplement parce qu'une grosse centrale d'achat des hôpitaux privés et des industries pharmaceutiques a cherché à diversifier son sourcing, puisque effectivement tout vient de Chine pratiquement, et donc nous a interrogés sur la Russie et on a travaillé assez rapidement pour identifier un certain nombre d'équipements, de matériel qui pouvaient nous intéresser en France à un moment donné où on s'est aperçu qu'on n'avait plus on n'avait pas de stock et on manquait de beaucoup de choses. Et tout s'est bien passé au cours du mois de mars. On a fait ce travail et au moment où on allait concrétiser, enlever et livrer, eh bien la Russie, le 30 mars, stoppe ses exportations de matériel médical. Cela étant, on a acquis à ce moment-là déjà on a compris qu'il y avait un vrai besoin en France, qu'un certain nombre d'entreprises attendaient de notre part, effectivement, sinon des solutions du matériel en se basant sur la confiance qu'ils pouvaient avoir envers nous, compte tenu de notre longue période d'existence et de notre connaissance de ces marchés. Et depuis, donc, on a beaucoup travaillé au cours de ces dernières semaines sur du sourcing qui est très différent en termes de produits qui sont devenus des produits standards, qui sont les masques, les gels, etc. Mais notre vraie valeur ajoutée, elle va au-delà. Aujourd'hui, elle est sur des équipements et sur des systèmes, et avec toujours cette capacité, ce rôle d'intégrateur que nous pouvons jouer, autant pour des clients en France que pour l'exportation qui intègre des équipements et des solutions françaises. Quelles sont les typologies de produits? On ne va pas parler des masques et des gels hydrauliques. Il y a un ensemble. Moi, j'ai vu d'ailleurs, on peut voir un petit peu les photos des différents produits. Vous avez des accords avec des entreprises françaises, pour beaucoup. On a parlé des Russes, évidemment. Mais c'est quoi les typologies de produits? Je crois qu'il y a des robots décontaminants, c'est ça? Il y a les produits de base où là, on a vocation, dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise, et notamment nos grands clients à l'étranger, que nous accompagnons à l'étranger, on se connaît bien, on a confiance, et donc on a été amené à leur livrer un certain nombre d'équipements. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus un enjeu en termes de solutions pour les entreprises, pour les collectivités, pour les gestionnaires de transport, pour les musées, etc. Et c'est surtout là-dessus aujourd'hui que nous travaillons, avec l'idée que, en espérant que la pandémie s'arrête prochainement, on sera, cette fois, la prochaine pandémie, il faudra être prêt. Et il y a une responsabilité qui est celle de l'État, des collectivités locales, on l'a bien vu, mais qui est aussi celle des entreprises à l'avenir. Et en même temps, je prendrai comme référence l'Asie, et notamment la Chine. On a eu le SRAS il y a 20 ans. Il y a tous les grands établissements, enfin les aéroports, etc., ont toujours été, par exemple, équipés en caméras thermiques. Donc on peut supposer que nous allons vivre avec des caméras thermiques dans beaucoup d'endroits en France, etc. Donc toute la question pour nous, c'est de travailler sur des solutions avec des partenaires qui ont une partie de la solution pour que ces systèmes puissent être en place, mais soient les moins intrusif et décourageant possible. Je pense notamment au musée. On n'a pas envie d'aller au musée avec un masque de l'hôpital, qui sort de l'hôpital, et puis être dans des conditions qui vous font oublier la beauté des lieux. Ça vaut pour les hôtels de luxe, etc. Et donc, je crois que c'est un vrai sujet qui se pose en France et qui se pose à l'international. Donc on est bien d'accord que Cifal Médical s'est lancé dans la distribution
de produits de protection contre le Covid-19, avec d'essayer d'avoir des produits qui soient pas intrusifs. Je reviens sur ma question, le robot là, décontaminant. Le robot, pourquoi on s'est intéressé assez vite au robot? Parce qu'on a, à l'exportation, et notamment dans le secteur nucléaire, on a déjà exporté des robots qui peuvent agir en milieu hostile. Et donc, ce sont ces contacts, ces relations d'affaires qui nous ont amenés effectivement à préconiser le robot dans le cadre de désaffection de bâtiments publics, et notamment nous avons un partenaire français qui est un partenaire de référence et qui a aujourd'hui la capacité à livrer à l'international, puisque c'est notre vocation première, mais également en France, où nous avons déjà plusieurs réussites, et cette entreprise a livré par exemple les pompiers de Marseille, ce qui fait une référence. Quel est aujourd'hui pour Sifal Medical, ça c'est quand même une très belle référence, les pompiers de Marseille, pardon. Ça, c'est pompier. Très belle référence. De toute façon, on va voir les différents produits que vous proposez là juste derrière nous. Mais c'est très. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est quand même pas évident pour Sifal Medical. Donc cette filiale du groupe Sifal, on rappelle qu'un grand groupe, effectivement, qui est très connu dans les pays de l'ex-soviétique. Quelle est votre politique de communication pour faire émerger Sifal Medical aujourd'hui? Alors, la communication, elle vise déjà notre réseau existant, qui repose sur plusieurs dizaines d'années d'activité, que ce soit dans les pays d'implantation, que ce soit en France. Toutes ces entreprises, ces dizaines d'entreprises que nous avons emmenées à l'international, on a créé des liens. Et donc, effectivement, quand on leur propose quelque chose, on n'est pas le premier venu, et elles savent que nous avons testé, que nous nous engageons sur les livraisons quand on peut s'engager sur les livraisons, etc. Donc on s'inscrit dans cette relation de confiance qu'on a bâtie au cours des dizaines d'années. Et donc principalement, effectivement, c'est notre réseau propre. Déjà. Ensuite, on compte l'élargir, parce que je crois beaucoup, effectivement, à la relation avec des musées, avec l'hôtellerie, notamment l'hôtellerie de luxe, qui va vouloir, effectivement, scénariser peut-être de la manière la plus discrète possible, toutes ces contraintes sanitaires qui vont de toute façon continuer à s'imposer, etc. Et donc, on a effectivement, par réseau, mais également par un démarchage plus actif, on vise un certain nombre d'organisations, de collectivités, d'établissements publics ou privés. Oui, puis j'imagine, en termes de politique de communication, pour vous faire connaître, évidemment, vous allez agir comment? Par mailing, par des... Oui, on va s'adresser effectivement à mesure, ce qui est déjà le cas sur des solutions qui peuvent être, par exemple, plus adaptées à l'industrie du bâtiment, sur les chantiers de construction, qui peuvent être plus destinés, je parlais des musées, qui peuvent être aussi plus à destination de ceux qui sont en charge de la sécurité, et donc maintenant de la sécurité sanitaire dans les entreprises. Effectivement, nous allons avoir et nous avons déjà commencé un démarchage ciblé par solution. Eh ben merci Gilles, merci infiniment pour ce moment-là, et j'espère qu'on pourra vous accueillir à nouveau sur le plateau pour un focus plus sur la Russie. Même vous étiez intervenu dans l'émission avec Alain Juillet, Éclairage, et donc on espère pouvoir refaire un focus plus spécifique sur la Russie. Voilà, c'était donc Gilles Rémy, le fondateur de beaucoup d'organisations, et notamment la reprise du groupe Sifal. Merci à vous, à très vite. Merci à toutes et à tous. C'était la grande interview Agora News Sécurité.